Happy birthday to you. Ce que vous voyez là, c'est l'un des plus grands basketteurs de l'histoire de la NBA en train de chanter « Joyeux anniversaire » à l'un des chefs d'État les plus controversés au monde, Kim Jong-un. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le basketteur n'est pas là contre sa volonté. Cette scène improbable illustre l'histoire d'une relation unique, celle de deux hommes que tout semblait opposer, mais qui ont fini par se déclarer amis pour la vie. Comment en sont-ils arrivés là? Qu'est-ce qui peut unir deux personnages aussi différents? Et par-dessus tout, pourquoi vouloir devenir ami avec un dictateur? À la naissance de Kim Jong-un, la Corée du Nord ressemblait à un monde parallèle, dominé par son leader et le grand-père de Kim Jong-un, Kim Il-sung. Kim voulait que son pays soit une forteresse isolée, sans influence occidentale, et côté relations extérieures, le pays préférait garder ses distances, même avec des pays comme la Chine, qu'il jugeait trop proches des États-Unis. Au quotidien, la vie était rythmée par une propagande omniprésente, glorifiant Kim Il-sung et la dynastie des Kim. Chaque matin commençait par des chants et des slogans à leur gloire, et quasiment tout, que ce soit à la radio, à la télévision, ou les affiches dans les rues, tout parlait de la grandeur du leader coréen. Les citoyens vivaient dans un spectacle de propagande permanent, coupé du reste du monde et convaincu de vivre dans le meilleur pays de la planète. Et pourtant, en grandissant, le jeune Kim Jong-un, lui, a dû quitter la Corée du Nord pour les montagnes et les lacs de la Suisse. Là-bas, Kim va se fondre dans le décor en prenant un nom d'emprunt et en jouant le rôle d'un élève étranger dans une école privée. À l'école, c'était un élève réservé, mais sociable, et surtout, en dehors de ça, il nourrissait des passions assez surprenantes. Il était par exemple grand amateur de fromage, il aurait d'ailleurs prononcé un goût développé pour le fromage emmental, mais ce n'est pas tout. Kim est aussi passionné de culture populaire, et ça malgré l'isolement de son pays. Il adore les films américains, et particulièrement ceux de Jackie Chan et de Jean-Claude Van Damme. Bon, tu l'as compris, dans son pays, personne n'a le droit de regarder quoi que ce soit qui vienne de l'extérieur. Par contre, la dynastie des Kim, eux, ne s'en prive pas du tout. Et l'une des plus grandes passions de Kim Jong-un pendant sa jeunesse est sans doute le basketball, et plus précisément la NBA. Kim n'était pas seulement un fan ordinaire du basketball. Il en était fasciné au point de passer des heures à dessiner des portraits de son héros, la star des Chicago Bulls, Michael Jordan. Pour Kim, Jordan représentait l'athlète par excellence, un modèle d'intensité et de détermination sur le terrain. Et même s'il est timide en classe et maladroit avec les filles, dès qu'il s'agissait de basketball, Kim Jong-un se transformait. Pour lui, ce n'était pas juste un jeu, c'était une fenêtre ouverte sur un monde extérieur, un monde qui était très différent de son quotidien. Le quotidien strict et isolé d'un enfant nord-coréen faisant partie de la dynastie des Kim. Et malheureusement, il a dû renoncer à sa carrière rêvée de basketteur pour se conformer aux attentes de son pays. Finalement, en 2011, après la mort de son père Kim Jong-il, Kim Jong-un a dû prendre le pouvoir à seulement 27 ans, mais même en étant jeune et inexpérimenté, il ne tarde pas à se montrer ferme. Il consolide son pouvoir en éloignant, ou plus radicalement en remplaçant des membres importants dans son entourage, et sous la direction de Kim Jong-un, la Corée du Nord reste un pays où la mise en scène est omniprésente. Ses discours sont scrutés et diffusés dans tout le pays, et ses visites d'usines ou de chantiers sont de véritables spectacles où tout semble réglé au millimètre. Évidemment, la population vit avec son portrait dans chaque foyer et ils ont très peu accès aux médias étrangers et à Internet, ce qui permet au gouvernement de contrôler strictement l'information qui leur parvient. Mais au fil des années, il a fait aussi énormément d'autres choses qui sont pour le moins discutables. Son pays a régulièrement été accusé de violer les droits de l'homme de façon massive, que ce soit des exécutions publiques ou l'envoi de prisonniers dans des camps de travail forcé, tout ne s'y passe pas toujours comme il le faudrait. Les camps de prisonniers politiques, par exemple, sont connus pour leurs conditions inhumaines. Les détenus et leurs familles subissent des violences, de la malnutrition et des conditions de vie extrêmes, parfois pour des infractions mineures, voire même par simple suspicion. Là-bas, si tu as l'air suspect, ben tu es coupable. Bref, Kim Jong-un a par la suite intensifié le programme nucléaire nord-coréen en réalisant des essais nucléaires et en développant des armes qui posent une menace à la sécurité mondiale, ce qui a généré des tensions avec, tu peux le deviner, les États-Unis, mais aussi la Corée du Sud, le Japon et énormément d'autres pays. Du coup, forcément, pour garder les rênes du pouvoir, Kim Jong-un n'a pas hésité à éliminer ceux qu'il considérait comme une menace. Même des proches, comme son oncle Yang Song-taek, ont été exécutés pour l'avoir soi-disant trahi, et il aurait aussi organisé un véritable scénario de film pour se débarrasser de son demi-frère Kim Jong-nam, qui aurait critiqué le régime nord-coréen. La scène se déroule à l'aéroport de Kuala Lumpur. Deux femmes croyant participer à une caméra cachée lui ont frotté le visage avec du VX, un agent neurotoxique mortel. Et donc en étant manipulée par des agents nord-coréens, elle pensait utiliser une crème inoffensive pour faire une blague.
vague. Le problème, c'est que quelques minutes après l'attaque, Kim Jong-nam s'effondre et meurt avant même d'atteindre l'hôpital. Les autorités locales ont très vite soupçonné que ce coup de théâtre venait de Pyongyang. Selon eux, cet assassinat aurait été ordonné par Kim Jong-un pour éliminer un rival potentiel. Bref, tout ça pour dire que la version adulte de Kim Jong-un avait tout l'air d'un homme très peu fréquentable. Et pourtant, en 2013, il fera parler de lui pour une toute autre histoire, une amitié improbable avec un homme que personne aurait soupçonné. On est en février 2013 quand Kim Jong-un décide d'inviter des légendes du basketball en Corée du Nord. Son rêve ultime, que Michael Jordan vienne en Corée du Nord pour participer à un événement de basketball. Seul problème, la star du basketball n'était pas très emballée à l'idée d'aller dans un des pays les plus dangereux au monde. Quoi qu'il en soit, Kim Jong-un se rabat alors sur les Harlem Globetrotters, une équipe de basketball américaine légendaire connue pour mêler sport et spectacle depuis les années 1920. Avec leurs performances humoristiques, leurs tricks incroyables et leurs jeux acrobatiques, ils enchantent les foules partout dans le monde. Et même s'ils ne participent pas à des compétitions officielles, au fil du temps, ils sont devenus des ambassadeurs du basketball et de la culture américaine. Mais surtout, une autre star des Chicago Bulls sera invitée par l'intermédiaire des Harlem Globetrotters. Ce basketteur, c'est lui. Dennis Rodman, l'un des personnages les plus excentriques que le monde du sport ait connu. Surnommé le Vert, Rodman n'a pas seulement marqué l'histoire des Chicago Bulls avec Michael Jordan, mais il a aussi marqué son sport par son caractère totalement imprévisible. C'est très simple, sur le terrain, il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA, mais en dehors du terrain, il est tout simplement inclassable. À l'adolescence, il est passé de timide et introverti à bête féroce du basketball. Mesurant seulement 2,1 m, ce qui est assez petit pour un intérieur en NBA, il a compensé par une intensité folle, devenant une machine à récupérer les ballons. Mais ce qui a rendu Rodman vraiment célèbre, c'est tout le reste. Parce que ce qu'il faisait hors du terrain était presque plus mémorable que ses exploits sportifs. Il est passé maître dans l'art de se démarquer, que ce soit par ses coiffures multicolores ou par son style vestimentaire extravagant. Il a par exemple eu un mariage express de seulement 10 jours avec une actrice, un flirt avec Madonna, et il n'hésitait pas à apparaître en robe de mariée lors d'événements publics. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Dennis Rodman s'est marié avec lui-même. Oui, Dennis, c'était ce genre de gars. Il faisait énormément parler de lui et il était du genre à dire ce qu'il pensait. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il ne soit pas forcément le bienvenu dans un pays autoritaire, dans lequel la liberté d'expression est quasiment inexistante. Et pourtant, en arrivant en Corée du Nord pour la première fois en 2013, il a été plutôt bien accueilli. Il se rend alors à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, pour organiser des exhibitions de basketball. Et il finit comme ça par se retrouver face au mystérieux leader nord-coréen, Kim Jong-un. Rodman devient comme ça l'un des premiers Américains à faire la connaissance de Kim Jong-un. Une fois que le match était terminé, il s'est fait inviter à dîner par Kim Jong-un en personne, et cette rencontre improbable a fini par donner naissance à une amitié qui, selon Rodman, et pour la vie. Là-bas, Dennis et Kim passaient leur journée ensemble à faire des activités assez surréalistes. Le matin, ils débutaient simplement avec une séance de basketball, et Dennis organisait alors des petits matchs, voire des tournois entre les officiels nord-coréens et les membres de son équipe. L'après-midi, ils assistaient alors à des spectacles de danse et de musique traditionnelle nord-coréenne, et la soirée, quant à elle, était consacrée à des festins luxueux autour d'une table, avec des plats locaux comme le kimchi, le bulgogi et d'autres spécialités coréennes. Pendant ces moments-là, les deux hommes échangeaient sur leur que ce soit le sport, la culture populaire et évidemment les anecdotes de la carrière de Dennis. Il paraîtrait même que Kim aurait initié Dennis au karaoké. Bref, en revenant de ce voyage, Dennis Rodman va encourager Obama à franchir le pas et à initier un dialogue avec Kim, persuadé que l'amour pour le basketball des deux dirigeants pourrait changer le cours de l'histoire. Une suggestion simpliste, mais pourquoi pas après tout? Bon, malheureusement pour lui, Obama va très vite refuser sa demande, et suite à ça, Rodman recevra énormément de critiques. On est à présent en décembre 2013, et Dennis Rodman retourne voir son ami coréen, mais cette fois, il ne part pas seul. Il recrute toute une équipe d'anciens grands joueurs de la NBA. Rodman, toujours aussi décalé, veut enseigner à l'équipe nationale de basket le style NBA, tout en continuant d'apporter sa touche personnelle à la diplomatie. Et tu t'en doutes, ce voyage ne passe pas inaperçu. Pendant ce voyage, Rodman passe son temps à analyser les joueurs de basket nord-coréens pour en sélectionner les meilleurs. Et son objectif est d'organiser une tournée d'exhibition de basketball pour les joueurs nord-coréens en préparation des matchs de janvier. Et hasard du calendrier, l'une de ces dates coïncide avec l'anniversaire de Kim Jong-un, le 8 janvier. C'est d'ailleurs ce jour-là que Dennis chantera sa plus belle chanson pour le leader coréen.
Exactement 364 jours plus tard, Dennis Rodman fera une interview sur CNN, une interview qui aura l'effet d'une bombe. Dennis insinue alors que Kenneth Bay serait responsable de sa propre captivité. Pour remettre en contexte, Kenneth Bay c'était un Américain qui avait été emprisonné en Corée du Nord pour avoir critiqué le pays. Mais quoi qu'il en soit, Rodman s'est excusé 2 jours plus tard en expliquant qu'il était stressé et qu'il était sous l'influence de l'alcool. Pour se faire pardonner, l'ancien joueur de basketball a alors demandé à son ami Kim Jong-un via Twitter de libérer Kenneth Bay. Quelques jours plus tard, Dennis Rodman a aussi promis qu'il allait se rendre en Corée du Nord pour sauver Kenneth Bay. Mais bizarrement, Dennis n'a pas tenu sa promesse. Il s'est bien rendu en Corée du Nord, mais affirmant plutôt vouloir créer une ligue de basketball tout en refusant de discuter du cas Kenneth Bay. Malgré tout ça, Kenneth a plus tard reconnu que l'attention médiatique générée par Rodman avait selon lui contribué à sa libération anticipée après presque 1 an de captivité. À partir de là, le basketteur retournera en Corée du Nord plusieurs fois par an. Il se rendra par exemple à Pyongyang pour d'autres visites diplomatiques, ou plutôt pour d'autres matchs de basketball, et il en profite alors pour révéler au monde un petit détail à propos du leader coréen. Kim Jong-un est devenu papa d'une petite fille, et selon Rodman, il serait un super papa. On avance de 3 ans, on est à présent en 2017 et Dennis Rodman publie une vidéo sur Twitter dans laquelle il explique à ses abonnés, avec un sérieux presque comique, qu'il se rend à Pyongyang pour essayer de rapprocher 2 nations. Et cette fois, un détail particulier va attirer l'attention, le lien possible entre Rodman, la Maison Blanche et la diplomatie secrète. Certains journaux ont même lancé une question intrigante, et si Dennis Rodman avait été envoyé par Donald Trump pour négocier la libération potentielle de certains prisonniers américains ou pour ouvrir un canal secret de communication entre le régime et Kim Jong-un. Il faut savoir que Dennis Rodman soutient Trump depuis sa campagne présidentielle en 2016. Et en réalité, il est un ami de longue date du président. Du coup, il semblait être l'intermédiaire parfait entre les 2 hommes politiques que tout oppose. D'ailleurs, en 2016, une histoire hors du commun a eu lieu quand un étudiant parti en voyage en Corée du Nord va tenter de voler une affiche de propagande politique nord-coréenne dans un hôtel. Le jeune homme sera alors arrêté par la police et condamné à 15 ans de travaux forcés. Oui, tout ça pour avoir volé une affiche. Quoi qu'il en soit, le 13 juin 2017, soit après 17 mois de prison, le jeune étudiant sera alors bizarrement libéré et remis aux autorités américaines. Et ça, le jour même où Dennis Rodman débarquait en Corée du Nord. Si le timing était troublant, Rodman a rapidement nié toute connexion diplomatique entre ces 2 événements. Et malheureusement, le jeune étudiant qui était entré dans un coma profond pendant son séjour en prison a fini par décédé à l'âge de 22 ans. Et d'après certaines rumeurs, c'était la conséquence d'avoir été terrorisé et torturé en Corée du Nord. Plus tard, Rodman a exprimé sa tristesse quant au décès de l'étudiant. The same day you go over, he's released in a coma, and he passes away less than a week later. But this is in a place that you said this guy who runs this place is your friend. How can that happen and you still have these feelings and a sentiment? Well, you know, you see me saying, "Oh my God, this guy's my friend. Guess what? I'm gonna die for this guy." No, it's not like that. It's like that. It's a friend of mine. Okay, great. I don't look at the political side about him. I look at the friendship about him, and with the whole political, with the kid that's got out and died. I didn't know that I was the one supposed to go over there and get him out. Do you think being there had anything to do with it? I know being there had something to do with it, because when I was organizing the trip, you know, I addressed, you know, Otto Warmbier, and I said to them, we would need some type of good faith if we're ever going to do some type of future sports relations. So I asked 3 times. Before you went? Before we went. I asked on behalf of Dennis for his release 3 times. And they said they understood. À côté de ça, Dennis Rodman revient en Corée du Nord pour une autre mission décrite comme étant purement sportive. Le basketteur se donne pour mission d'entraîner l'équipe nationale de basketball nord-coréenne. Il déclare qu'il veut apporter quelque chose de positif au pays. Il visitera alors même un orphelinat et assiste à un entraînement de basketball. Mais par contre, il n'arrivera pas à rencontrer son ami Kim Jong-un qui apparemment est fort occupé à ce moment-là. Il se rabat alors sur le ministre des Sports à qui il offre des cadeaux soigneusement choisis. Des maillots de basketball signés, des savons. Oui, des savons, ne me demandez pas pourquoi. Mais surtout, il offrira un exemplaire d'un livre nommé L'art de la négociation. Il s'agissait alors du livre du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Un cadeau bien sûr très personnel pour Kim Jong-un,
mais un geste tout aussi improbable. Mais ce sera un cadeau qui aurait peut-être contribué à ce que le président des États-Unis et Kim Jong-un se rencontrent en juin 2018. Bien sûr, Dennis Rodman n'a pas signé un traité de paix avec ce geste, mais en continuant à appeler Kim son ami, il a peut-être contribué à adoucir l'image du leader nord-coréen. Et par extension, il a peut-être influencé Donald Trump dans la décision de le rencontrer. Rodman sera d'ailleurs sur place pour assister à ce sommet historique entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et là encore, il sera incapable de contenir son enthousiasme face aux caméras. I knew things were going to change. I knew it. I was the only one. I never had no one to hear me. I didn't know one had to see me. But I took those bullets. I took all that. I took everything. Everyone came at me, and I'm still standing. And today is a great day for everybody. Singapore, Tokyo, China, everything. It's a great day. Même si Dennis Rodman a souvent joué la carte de la modestie, tout laisse à penser qu'il se considère comme un acteur essentiel dans un éventuel rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Il affirmera même qu'il serait bizarre pour lui de ne pas finir dans le top 3 des nominés pour le prochain prix Nobel de la paix. Difficile de dire s'il plaisante ou s'il croit vraiment en ce qu'il dit. Quoi qu'il en soit, dans les coulisses de ses voyages en Corée du Nord, des spéculations ont commencé à circuler. Certains se demandaient si Rodman ne jouerait pas un autre rôle que celui d'un simple médiateur sportif, et des rumeurs suggèrent même qu'il pourrait être un agent secret de la CIA en mission sous couverture pour observer de près les affaires nord-coréennes. La CIA, comme à son habitude, ne confirme ni ne nie ces hypothèses, laissant place au mystère. Rodman lui-même a affirmé qu'il était là en tant qu'individu, sans aucune mission gouvernementale. Alors oui, peut-être que derrière ce masque de basketteur fou se cache un agent en mission secrète, mais bon, cela, on ne le saura jamais vraiment, même si tu t'en doutes, personnellement, je n'y crois pas du tout. Et Dennis Rodman a d'ailleurs toujours insisté sur le fait qu'il n'était pas un politicien, mais simplement un homme qui aime rassembler les gens. Et tu t'en doutes, ses commentaires, souvent perçus comme maladroits ou naïfs, ont rapidement fait de lui une cible des médias. Et les talk shows américains n'ont pas raté une occasion de se moquer de cette amitié improbable. Oh, Kim and Dennis Rodman into the house! I love this guy! North Korean high five! Mais alors, est-ce que cette amitié a changé la perception de la Corée du Nord? Eh bien, d'une certaine manière, oui. Parce qu'avec Rodman, Kim Jong-un est apparu moins distant et moins mystérieux, une célébrité qu'on pouvait critiquer ou même tourner en dérision. Mais cela comporte aussi certains risques, parce qu'en présentant Kim de façon plus humaine, cette relation a aussi atténué pour certains la gravité des actes de son régime. Parce que malgré tous les actes inhumains qui se passent en Corée du Nord, Rodman a toujours défendu le dirigeant nord-coréen, qualifiant même leur relation de spéciale et appelant les gens à voir Kim Jong-un sous un autre jour. Ces déclarations, parfois presque absurdes, ont déclenché autant d'admiration que d'incompréhension. Well, you know when you call him a great guy. Well, to me. To Well, me. but I mean, I just say to the world. how is I that just say to different the from world. saying Hitler's always been very nice to me? Well, okay, but like I say, you're not gonna back me into a corner because guess what? Because I've done that. I've took my lumps, and I'm not gonna take them anymore because the fact of it, I'm not saying that this guy is a great guy. I'm saying he was good to me. And especially the fact that, and all those things that you said right there, I have no clue, but I'm saying that I've never seen that. No one's ever seen that. No one's ever seen it on TV. It's all by hearsay. Well, come on, Dennis. But I'm saying, First of all, we did see the brother get the attack on TV. I'm just saying. But do you not believe those things? I have no clue. Alors oui, on peut se poser la question de savoir s'il était vraiment sincère, ou s'il était simplement dépassé par son propre rôle, mais à cette question non plus, on n'aura probablement jamais la réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo avec une thématique un peu différente de d'habitude vous a plu. Moi en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.